Bonjour, Madame la juge. Maître Gauthier, représentant la défense dans cette cour. Je vais d'abord vous parler des faits pertinents entourant l'événement dont il est question aujourd'hui. Donc, mon client, M. Laforêt, est allé passer un séjour au chalet de son ami sur un terrain privé là, de son chalet, lui appartenant. Donc, il est intéressé à essayer la chasse, mon client. Donc, il se renseigne auprès de son ami, est-ce qu'il y a un permis de chasse qui est nécessaire? Parce que lui, il n'en possède pas, bien entendu. La réponse de son client, de son ami, non, il n'est pas nécessaire parce qu'il s'est renseigné auprès du responsable des loisirs de la MRC de Mingani. L'exemption pour le permis dont la forêt est privée. Fait que lui, son terrain privé, il y a une exemption pour ça. Fait que Esteban, lui, il avait emporté avec lui l'arme de chasse et des munitions, bien entendu. Et Matt, il voulait essayer dans les débuts, mais là, il a changé d'idée. Il s'est dit, ah non, c'est pas pour moi. Puis là, son ami a commencé à le narguer, puis il dit, bon, t'as un maudit chicken, tu peux pas l'utiliser. Fait que, il a même menacé là, de tirer dans son pied, imaginez-vous, de son ami. Fait que c'est un peu épeurant, là. Donc, le séjour amical, c'est viré en conflit, vous comprendrez. Il y a même eu une bataille avec des poings. C'est pas drôle, là, ça a mal viré, là, ce séjour-là. Puis le jour de l'événement, le matin, où ils sont dans les chalets, les deux amis, ensuite, ils voient un cerf de Virginie qui arrive tout près du chalet. Et à ce moment-là, là, on ne comprend pas, là, mais Monsieur Esteban est hors de lui, devient extrêmement agressif et il va même menacer, dire à son ami, là, tu vas aller prendre l'arme à feu qui est sur le mur, là, puis tu vas aller tuer l'animal. Moi, je t'oblige de le faire. Il démontre tous les signes précurseurs d'assaut. Je vous le dis, les mains serrées, le regard menaçant, il bouge, il gesticule agressivement, il fait tout croire qu'il est un agresseur des plus agressifs. Et mon client en a peur pour sa vie. En a peur pour sa vie, Madame la juge. Et à ce moment-là, il se dit que, il va faire semblant de passer là, à l'acte, puis il va prendre l'arme, il va aller chercher l'arme sur le mur, et il va s'approcher de la fenêtre. Il sait même pas ce qu'il fait, là. Il est dans une conscience hors de lui, là. Il sait même pas pourquoi. L'arme, le coup de feu part, boum, ça atteint l'animal. La bête tombe au sol, ensanglantée. Elle est sérieusement atteinte au niveau du cou. Donc, à ce moment-là, il y a un garde du corps un agent de la faune qui passe et qui voit la scène. Et s'en va remettre un constat d'infraction pour le motif là, de l'article 38 sur la loi de la conservation, la valorisation de la faune. À ce moment-là, on va aller regarder le cadre juridique applicable. L'infraction réglementaire du Code de procédure pénale, au niveau de l'actus reus de l'infraction, ça vise à prouver le comportement, le geste, le comportement interdit, d'avoir tiré sur un animal, le geste, et qu'il n'y a pas de permis. OK? Fait que deux choses. Selon le jurisdicateur, au niveau des fondements de la classification des infractions pénales, paragraphes 4 et 6, dans le fond, le législateur, là, il veut bien entendre que la conduite des citoyens, il veut la légiférer au niveau de l'intérêt et du bien-être public. Fait qu'on va regarder les trois classifications du régime de responsabilité en common law. Donc, le premier, le régime de la mens rea, non applicable dans notre situation. Cette recherche de responsabilité cherche une intention morale, ce qu'on n'a pas là-dedans, nous. C'est une infraction souvent avec des mots, avec l'intention de, sciemment, qu'on n'a pas dans du tout là, dans notre infraction. Donc, même Alain Marcotte, dans son ouvrage des actes du Conférence des juristes de l'État, à la page 497, en parle, décrit dans le fond la responsabilité, dans le fond, qui est exceptionnelle pour traiter des règlements réglementaires, comme le mentionne. Donc, le deuxième, c'est la responsabilité absolue. OK? L'absence de faute de l'actus reus dans certains moyens de défense de la common law. Dans notre événement, ça ne s'applique pas du tout non plus. Encore, M. Marcotte, je vais citer, page 497, dans le fond, on démontre ça, là, la responsabilité absolue, quand il a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter la commission d'infraction. Souvent dans les cas d'exception. C'est rare là, que ça arrive. Puis pas pour cette cause-ci non plus. Si la personne est accusée en responsabilité absolue, elle ne l'est pas en responsabilité stricte, comme il explique M. Marcotte, à la page 509. En responsabilité stricte, le troisième, nous, c'est ce qui nous intéresse ici, qui est applicable dans notre cas. Madame la juge, c'est la responsabilité stricte. On va avoir une référence par rapport, justement, encore avec Monsieur Alain Marcotte, page 497. La présomption d'infraction avec la possibilité pour l'accusé de demander son acquittement après la démonstration, avoir démontré qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter sa commission.
Il s'agit d'une défense de diligence raisonnable, qu'on va traiter plus tard. Donc, dans la décision phare qui est super intéressante, R contre Sault-Sainte-Marie, super important, le juge. C'est à ce moment-là qu'on a pondu la troisième responsabilité stricte, dans le fond, qu'on vient de parler, liée avec la diligence raisonnable. Ce principe-là, le troisième principe, a été décrit et analysé et terminé, a été sorti de cette décision. La diligence raisonnable, comme dit le juge, il faut établir celle de l'accusé lui-même. Elle exclut toute participation intentionnelle. Et ce qu'il faut vérifier, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'il a pris toutes les précautions nécessaires. C'est ce qu'il faut vérifier. C'était validé dans la décision à la page 13-31. Aussi, j'ai en référence le juriste classeur dans les fondements de classification des infractions, en paragraphe 4 et 6. Ça représente la majorité des infractions réglementaires. On va aller voir aussi la faute de négligence simple qui est afférée à ça. Fait que c'est un écart simple. C'est pas un écart marqué là, comme on peut voir en droit criminel. C'est un écart simple par rapport à la conduite d'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances. Le critère est toujours objectif, on comprendra. Donc, le moyen de défense qui va être relié à ça, c'est justement la diligence raisonnable, qu'on va voir. Donc, de plus aussi, on va faire la démonstration d'une faute applicable. Ça va se faire en 3 étapes. On va aller vérifier la loi, comme on fait, là, vérifier la loi. La jurisprudence, qui est applicable à l'espèce. La constitutionnalité, par le biais de la charte, par le test de l'arrêt Hauss, pour voir la constitutionnalité, si elle atteint, dans le fond, là, les principes fondamentaux décrits dans la charte, par rapport à une situation qu'une personne envers l'État. OK? Donc, la référence, c'est R contre Hauss de la Cour suprême. Donc, voilà. Ce qu'on retrouve aussi dans Wholesale Travel Group, aussi au paragraphe E de la page 161, c'est qu'une disposition oblige un accusé à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l'inexistence d'un fait présumé qui constitue l'élément important de l'infraction en question. Donc, c'est ce qu'on va déterminer tantôt. On va vérifier si le fardeau de preuve atteint l'article 1 de la charte de la même façon que la diligence raisonnable. OK? Donc, dans les moyens de défense, on va parler de responsabilité stricte, le moyen de défense par excellence, qui est relié à c'est la diligence raisonnable qu'on veut parler. Bon, on a la doctrine d'Alain Marcotte, page 505 et suivante, qui va la décrire bien. Et ensuite, on a aussi la décision Sault-Sainte-Marie, page 1331, qui explique-le bien. Donc, dans ces deux, j'ai ressorti les points suivants. La diligence raisonnable, c'est d'avoir pris tous les moyens nécessaires pour éviter de commettre l'infraction. Prouvé par la prépondérance, comme on expliquait tantôt, les mesures. Et le comportement du défendeur de mon client doit être vu et pris en compte de façon objective à une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances. Les normes de diligence raisonnable requises correspondent à des personnes qui vivent dans la même caractéristique, des personnes qui n'ont jamais chassé. Faut pas oublier, là, de mettre la même situation. Même caractéristique. Jamais chassé, pas d'armes de chasse, qui n'ont jamais manipulé ça, personne avec pas d'expérience. Donc, dans la décision aussi, Ville de Lévis contre Tétro. À la page 33, on décrit la situation, là, une personne qui s'est présentée à la SAC, puis là, après ça, il y a eu une erreur au niveau du temps vers la poste. Ça s'est pas rendu là avec quelques mois de retard. Et à ce moment-là, la personne a attendu chez eux que ça arrive. Après ça, il se plaint parce qu'il y a une accusation par rapport à ça. Il se plaint qu'il a attendu passivement. Puis il va appliquer le critère de la diligence raisonnable. Mais le juge, dans la décision, va dire non, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, si vous restez avec passivité à attendre, vous ne démontrez pas que vous allez au-devant, au-delà, avec des signes d'activité, de positivité, mettons qu'on va dire, pour aller là, Madame la juge. Vous comprendrez? Donc, dans notre cas, justement, on ne restera pas passif, on va être actif pour démontrer. Le deuxième moyen qu'on veut parler aujourd'hui, ça va être la contrainte en common law, OK, qui représente la nature d'une justification, qui est forcée à commettre l'infraction. La référence, on a la décision R contre Ryan, OK, au paragraphe 81. On va avoir une validation de 6 éléments qui sont sortis de cette décision-là, les 6 éléments constitutifs suivants. La menace de mort, de lésion corporelle, dans l'immédiat. Les motifs invoqués de raisonnable de croire qu'il y a des menaces qui ont été mises en exécution. 3, qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir sans le danger. 4, qu'il y a un lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice. 5, la proportionnalité entre le préjudice dans l'accusé menacé. 6, la participation à un complot.
l'application des faits au cadre juridique. Dans l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui, on va appliquer le droit aux faits pertinents. OK? Donc, au niveau de la défense, je vais utiliser le moyen de défense, la diligence raisonnable, qui est un gros moyen de défense. Dans le fond, mon client, il a fait preuve de diligence. On va l'expliquer pourquoi. Aussi en donnant comme exemple, encore en citant R contre Lévy, nous autres, on n'est pas restés là à attendre puis de prendre le fusil puis de faire de la chasse. C'est pas ça du tout. On a pris le temps. Mon client a pris le temps de se renseigner auprès de son ami, qui a vérifié à son tour avec une personne qui est quand même clé, un responsable de loisirs, puis la chasse, ça rentre dans les loisirs, donc qui informe l'ami, qui informe après ça mon client par rapport à non, tu n'as pas besoin de permis de chasse. Fait que lui, là, dans sa tête, il n'a jamais eu besoin de permis de chasse pendant son séjour, même s'il aurait voulu chasser. Mais il n'a pas voulu chasser. Il ne voulait pas chasser. C'est pas ça du tout. Fait que, de toute façon, on ne parlera pas de l'intention, on va parler du geste qui est important. Okay? Parce que c'est toujours une infraction réglementaire qui est importante à prouver là. Donc, on va parler juste du point de la loi. La loi en tant que telle, nul ne peut chasser s'il est titulaire d'un permis délivré à cette fin. Article 38. Mais on va aller voir la référence aux définitions de ces mots-là là-dedans, là, à l'article 1 de la même loi. Donc, chasser. C'est quoi ça, chasser? Chasser, là, mettez-vous dans la peau d'un chasseur, Madame la juge, vous le savez, en dedans de vous. Hein? On prend une arme, on chasse, on traque, on fait une action. On fait une action pour chercher, OK? Traquer, chercher un animal, le tuer, faire un geste pour le tuer. Est-ce qu'on est là dans notre décision? Non, on n'est pas là dans les événements. Du tout. On n'est pas en train de chasser. On n'est pas en train de faire des gestes de chasse. On n'est pas là du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. On chasse le gibier, oui. Mais le permis, il n'est pas nécessaire de demander. Le jour de l'événement, sous la pression de son agresseur, le geste, est-ce qu'il peut l'assimiler? Est-ce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne, un fusil? Il ne le sait pas. Comment voulez-vous, Madame la juge, qu'il puisse chasser? Il est forcé de prendre une arme, hein? On a entendu tantôt. Il prend l'arme. Il veut faire assemblant. Mais il y a un coup de feu qui part sans conscience. Mais l'arme à feu, est-ce que vous êtes posé la question? Est-ce qu'elle peut être défectueuse? Est-ce qu'on a vérifié l'arme? Est-ce que l'agent de la faune a vérifié l'arme? Moi, j'ai pas lu ça, j'ai pas entendu ça. Madame la juge, on se pose la question. Est-ce que l'arme était défectueuse? On ne le sait pas à ce moment-ci. Mais dites-vous une chose. Mon client n'était pas dans une position de chasse. Mon client a voulu prendre une arme juste par peur de sa vie, par la contrainte. Vouloir mettre l'arme tout près de la fenêtre. Un coup est parti. Il n'a même pas visé. On ne parle pas d'avoir visé un animal. On ne parle pas du tout de ça dans notre temps. Non, il est question. On mène une personne dans les mêmes circonstances, qui a peur pour sa vie, qui est dans un chalet avec une personne ultra agressive, qui est vraiment dangereuse. On le voit, là, il a même menacé de tirer une journée auparavant. À la lumière des faits, est-ce qu'on se met et on se dit, mon Dieu, j'aurais réagi comme lui. J'aurais vraiment eu peur pour ma vie. Il m'a dit de faire ça, je le fais. Je veux pas faire... j'ai pas le goût là, de chasser. Là. Je pars pas à la chasse d'un animal, moi, là. Je suis dans le chalet, je prends un arme à feu, je sais même pas ce qui arrive, on tire. Pensez-vous vraiment que l'écart simple est là par la prépondérance des probabilités, Madame la juge? On voit très bien que la diligence raisonnable a été appliquée dans ce cas-ci. Le comportement du défendeur doit être vu et pris en compte de façon objective. Okay? Fait qu'objectivement, on prend l'arme, on sait même pas comment ça fonctionne. Ça peut être un crayon, madame. Puis on aurait-tu dit que ça a été chassé? Non, il y a une arme à feu, mais la personne ne sait pas comment l'utiliser. OK? La norme de requise de diligence correspond à des personnes qui vivent dans les mêmes caractéristiques. C'est pas un chasseur, la personne n'est pas un chasseur du tout. Il n'a pas l'expérience, il n'a jamais chassé, c'est prouvé, et il n'a jamais eu affaire à ce monde-là. OK? Ensuite, dans R contre Ryan, on va reprendre au niveau de la contrainte, le deuxième moyen que je veux parler aujourd'hui. La menace de mort, OK, dans l'immédiat. Peur de se faire tuer, on n'oublie pas. Il démontre tous les signes de l'agresseur Esteban. Prêt à passer l'action, n'oubliez pas, là. Il est persuasif, il est précurseur d'assaut. Il crie, il bouge rapidement, serre les poings. Il y a tout ce qu'il y a, tous les éléments pour démontrer qu'ils ont de gros agressifs. On est dans un chalet, on est pris là, puis il faut s'en sortir. Les motifs raisonnables de croire
qui va mettre en mise en exécution. Oui, il démontre des motifs raisonnables, il a la capacité, il a le fusil sur le mur, il a une arme létale, il peut tuer. Il peut le tuer, là. Ça pourrait facilement débouler à ce qu'il puisse avoir un meurtre qui aurait pu être subi. OK? Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Il est pris dans un chalet. Il n'est pas comme s'il était dehors puis pourrait courir dans le public. Là. Non, non, il est pris là. Le moyen de s'en sortir, c'est d'agir puis de faire un peu ce que l'autre il demande de faire. On en est là. Il a peur de mourir, Madame la juge, n'oubliez pas. Le lien temporel, OK? C'est dans l'immédiat que l'agresseur veut agir. C'est là, c'est dans le moment présent. Proportionnalité avec le préjudice. Il fait semblant de tuer l'animal. Il veut pas tirer l'animal. Il blesse l'animal, oui, parce qu'il y a un coup qui est parti, mais il veut faire semblant, là. Ben, ça, tuer un animal puis le blesser, là, versus lui se faire tuer. Hein? Imaginez-vous la proportionnalité, là. OK? 6, la participation à un complot. L'accusé n'a pas participé à un complot. Là. C'est du one by one, c'est un par un, Madame la juge. Ils sont dans un chalet, il n'y a pas de complot d'organiser là. Okay, du tout. Donc, on va identifier les faire d'autres preuves en fonction de l'avocat de la défense. Fait qu'on sait bien que c'est par prépondérance des probabilités. Donc, on va agir. Puis, en conclusion, Madame la juge, la lumière des faits. Les motifs invoqués dans l'analyse des moyens de défense expliqués des présents dans cet événement, mon client va plaider coupable sur le chef d'accusation dont il est accusé. J'ai terminé ma plaidoirie, Madame la juge. Merci.